Bonjour mesdames et messieurs, voilà, me voici de retour. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc de mon côté toujours très bien. Bon, je vais faire juste un petit rappel. Tout à l'heure j'avais mis une vidéo en ligne concernant le but de ma chaîne. Donc je vous ai parlé dans cette vidéo de ma passion qui est l'agriculture. Je vous ai parlé un peu de mes projets, différents projets que je suis en train de mener en ce moment et que j'ai commencé, d'autres que je suis encore en train de réfléchir comment le mettre en pratique ou bien réaliser ça. Donc je vous ai parlé de ça. Ici cette vidéo va spécialement parler que du projet maïs. Alors sur ce projet, comme je l'ai dit, j'ai deux champs. Le premier champ c'est Ankaï. Donc le deuxième champ c'est Akibuba. Je ne ferai pas de vidéos concernant Kaï, je vais garder ça un peu, voilà, genre un peu confidentiel. Mon champ, le champ que je vais plus vous présenter, ça concerne un peu Kibuba. Pourquoi Kibuba? Parce que c'est un terrain à 10 hectares. L'année dernière, j'avais déjà semé là-dessus 5 hectares. Ça avait donné les résultats que je vous ai présentés tout avant. Donc c'était pas un très bon résultat. C'est 12, j'avais eu 2 tonnes par hectare. Donc à raison de 10 tonnes sur 5 hectares qui n'est pas un bon résultat. Cette année-ci, nous avons commencé la campagne 2021-2022. Dans notre projet de cette année-ci, l'idée c'est faire 10 hectares. Donc les 10 hectares sera semé en maïs. Et la variété que nous allons semer, on va plus semer la même variété que l'année dernière, la RGG 501. On va plus semer la RG 336. Bon, les deux variétés sont pas difficiles à trouver ici au pays. Voilà pourquoi nous optons pour ces deux variétés. Le tonnage, normalement, le potentiel de ces deux variétés, c'est autour de 5 tonnes. Nous, on n'a fait que 2 tonnes. Donc, cette année, nous espérons avoir plus ou moins 5 tonnes à peu près. Non, pas moins, mais plus de 5 tonnes. Voilà. Alors, cette année-ci, notre leitmotiv, donc le mot que nous avons dans notre tête aujourd'hui, c'est anticipation. Nous souhaitons anticiper sur tout et on a déjà commencé à anticiper sur tout. Il y a déjà des choses que nous avons commencé à faire que nous allons vous expliquer petit à petit dans cette vidéo. Donc prenez quand même le temps de noter, de nous écouter, voilà. N'hésitez pas également à commenter si vous estimez que ce que j'ai dit ou bien ce que j'ai, voilà, tout ce que j'ai évoqué n'est pas juste à votre égard. Voilà, ça nous permettra également de nous corriger. Voilà. Donc au tout début, donc on est en pleine préparation du sol. On n'a pas fait cette année-ci le labour parce que l'année dernière on avait labouré tout le champ et c'est pas toujours intéressant de toujours remuer le sol, donc c'est pas intéressant. Donc on a pensé cette année-ci ne pas faire le labour. Ensuite le sol, notre terrain en ce moment il y a eu beaucoup de résidus de maïs sémé l'année dernière. Donc ce que nous avons pensé faire c'est un déchômage, ça a été déjà fait. On va vous montrer les images du champ après déchômage. Donc on va prendre les images normalement d'ici demain, jeudi ou vendredi. Voilà, on va essayer de filmer ces images-là, prendre ces images-là et vous balancer ça dans le groupe pour que vous regardez à peu près qu'est-ce qu'on appelle déchômage. Ok. Après le déchômage, on compte mettre du calcaire. Alors, le calcaire, on ne le mettra pas sur les 10 hectares, on le mettra sur 5 hectares. Pourquoi 5 hectares? Parce que l'année dernière, on avait mis le calcaire sur les 5 hectares de maïs. Là, on avait semé le maïs. Donc, cette fois-ci, on met le calcaire sur la partie là où on n'avait pas mis le maïs. Alors, le but de mettre le calcaire, c'est quoi d'abord? Le but de mettre le calcaire, c'est permettre d'améliorer le pH du sol. On est dans une zone où le pH est souvent acide. Donc, il faut essayer de rendre ce pH le plus proche possiblement neutre. Donc voilà, donc c'est ça que nous pensons faire en ajoutant du calcaire. Certaines personnes mettent de la chaux vive. Bon, nous on a du calcaire, on va mettre du calcaire. Le calcaire dans le champ a une durée normalement de 3 ans à peu près. Donc si on met cette année-ci, on doit attendre 3 années de plus pour pouvoir mettre encore le calcaire. Donc ça sera un gain pour nous en fait à ce niveau-là. Après le déchômage, après l'épondage du calcaire, nous allons faire 2 ou 3 semaines après. Non, 2 semaines c'est bon. La date c'est je crois le 25, le 24 ou 25, non le 25 et le 26 septembre. Les deux dates là, on est en train de réfléchir. C'est là où nous allons faire le pulvérisage.
Donc on va faire un double pulvérisage ou bien pulvérisage croisé pour ameublir le sol, pour permettre, pour émétier le sol, pour éviter qu'il y ait de grosses mottes au niveau du sol. Parce que ça permet un meilleur semis en fait. Parce qu'un semoir, lorsqu'il passe sur un terrain qui est propre, qui est bien fait, ça facilite beaucoup de choses en fait. Voilà, donc c'est ce que nous pensons faire d'ici là. Logiquement, lorsqu'on met le calcaire par exemple, il faut normalement attendre autour de 1 mois à peu près pour pouvoir pulvériser. Mais nous, comme nous sommes dans un problème de délai, voilà, on a déjà commencé, on a un grand souci avec le délai, donc on est obligé de raccourcir cette période-là. Au lieu de faire 1 mois, on va attendre que 2 semaines, maximum 3 semaines à peu près. Voilà. Après le déchômage, après l'épandage du calcaire, après le pulvérisage, nous comptons alors passer au semis. Alors le semis, on l'a programmé le 20 octobre 2021, bien sûr. Pourquoi le 20? Le 20 c'est un mercredi. Et si on nous sème le mercredi, donc logiquement mercredi, jeudi, vendredi et samedi, il y aura déjà l'apparition de maïs, donc la levée du maïs. Et comme c'est un samedi, un dimanche, on pourra être sur le terrain, sur place, pour observer cette levée-là, pour voir si la levée s'est faite correctement. Donc le but c'est à peu près ça, essayer d'observer cette levée-là. Déjà à partir du début, dès le premier jour, ou bien le deuxième jour, troisième jour, on peut savoir à peu près les carences des plantes en fait du maïs. Mais entre-temps, avant d'arriver même à la levée, on a une opération importante à faire en fait. L'opération concerne l'épandage des herbicides prélevés. Alors ça c'est très très important. Nous allons épandre les herbicides prélevés. Le jour que nous ferons cet épandage là, on va filmer ça et on vous mettra ça à votre disposition. On vous montrera le produit que nous avons utilisé, ainsi de suite. Voilà. Pourquoi cet épandage là? C'est parce que d'abord, vous devez retenir une chose, c'est que le maïs, lorsqu'on va les semer, ça va exciter les autres plantes en fait, puisqu'on les sème avec le l'engrais. On les sème avec de l'engrais. Je vais vous parler de l'engrais que nous avons utilisé. Lorsqu'on les sème avec de l'engrais, ça va exciter les autres plantes qui sont à côté, les germes qui sont à côté. Et ils vont risquer de remonter ou bien de sortir au même moment que le maïs. Donc l'herbicide prélevé, ça sera comme une couverture. C'est un herbicide sélectif. Donc ça va permettre au maïs de lever sans problème et aux autres plantes de ne pas lever. Donc ça c'est l'avantage de l'herbicide prélevé. Après ça, en fonction de l'évolution de notre champ, donc 2, 3 ou 4, 5 voire 6 jours après, il y aura toujours, parce que l'herbicide prélevé, voilà, il y a une période où l'herbicide est actif en fait. Voilà. Après ça, en fonction de l'évolution de notre champ, s'il y a d'autres herbes qui font leur apparition, on va cette fois-ci appliquer l'herbicide post-levé. Et en fonction également des herbes que nous avons dans notre champ, on verra si on doit mettre du glyphosate. Donc ça c'est on n'a pas encore défini ça, mais c'est ça qu'on va voir. Parce qu'il y a des plantes qui résistent, ou il y a des plantes qui sont très très résistantes au glyphosate. Donc voilà. Et qui sont résistantes aux herbicides pré et post-levés, donc il faut du glyphosate. Donc pour le moment, on ne peut pas vous dire qu'on le fera, mais voilà, en fonction de l'évolution de notre champ, nous prévoyons le faire. Voilà. Après le semis, après l'épandage des herbicides, après peut-être l'épandage du glyphosate, on va attendre JAS 15. JAS, ça veut dire jour après semis. Donc, le 15e jour après semis, nous ferons un nettoyage du champ de façon manuelle. Donc, un désherbage manuel. Ça va nous prendre peut-être 2 ou 3 ou 4 jours, mais vraiment l'idée c'est nettoyer le champ. On a acquis 2 ou 3 motoculteurs qui vont nous aider dans ce sens-là et nous espérons le faire le plus rapidement possible. Nettoyer les zones les plus sales pour rendre le terrain le plus propre possible. Voilà l'objectif de ce travail que nous allons faire. Nettoyer le terrain pour rendre le travail le plus propre
possible. Pourquoi on va le nettoyer? Parce que ça anticipe à peu près l'opération que nous ferons après. Cette opération va commencer JAS 18 et 19. Donc, jour après, c'est 18 et 19. C'est l'épondage de l'urée. On va épandre l'urée 2 fois dans pendant le cycle. Le premier, donc c'est JAS 18, 19, 20. Et le deuxième, c'est JAS 28, 29 et 30. Voilà. Ça, c'est ce que nous avons programmé comme jour pour épandre de l'urée. Alors là, c'est très délicat parce que si vous épandez l'urée sur un terrain qui est très occupé par les herbes, ce sont les herbes là qui vont profiter un peu de l'azote, puisque l'urée c'est un engrais azoté, donc ces herbes là vont énormément profiter de ça. Voilà pourquoi il faut nettoyer le sol pour pouvoir mettre l'urée tranquillement. Bon, au niveau de l'épandage de l'urée, on a un grand problème chez les autres. Ceux qui ont les moyens, bien sûr, en Europe, là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils enfouissent l'urée. Mais nous, on ne peut pas enfouir l'urée. On va juste épandre l'urée le soir pour pouvoir éviter la volatilité, en fait. C'est-à-dire que l'urée, c'est un engrais très volatil, surtout quand il fait très chaud. Voilà, ça se volatilise. Au final, la plante ne reçoit que très peu d'azote. Donc on va faire ça la nuit de telle sorte que nous espérons qu'en faisant ça la nuit, qu'il y ait un peu plus d'azote qui vont rester au sol en fait. C'est ça. Tout au long de notre période, la période dont je vous fais allusion, on va faire des contrôles systématiques du champ. Pourquoi les contrôles systématiques? Ça va nous permettre d'abord de détecter s'il y a les attaques d'insectes, surtout les chenilles légionnaires. S'il y a les attaques et s'il y a des carences en produits, en minéraux, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ces carences-là. Voilà. Pour les attaques, on a prévu cette année-ci, au lieu de subir ce qu'on a fait l'année dernière, parce que l'année dernière, on a pensé traiter ça de façon curative, mais cette année-ci, on programme faire un traitement préventif. C'est-à-dire que n'est pas attendre qu'il y ait des signes d'attaque. On mettra directement chaque 15 jours de l'insecticide dans le champ, voilà, pour nous permettre de nous protéger un peu de ces attaques-là. Maintenant, voilà, ça c'est ce que nous avons prévu. Maintenant, pour les carences, également, là, on a pensé à une solution. Ce que nous allons faire, c'est apporter directement des besoins, les besoins de la plante directement dans sa feuille. Donc, on va utiliser les engrais foliaires. Donc, à ce niveau, on ne pondra pas de l'engrais partout sur tout le champ. On va juste épandre ça dans les parcelles ou bien les zones là où il y a des carences. Voilà. Donc, et pour ça également, on a un partenaire qu'on va essayer de consulter là-dessus. Je crois, c'est Agri, je ne fais pas sa publicité. En tout cas, eux, ils vont nous fournir, je crois, 2 produits, Folie Énergie, je crois, et Folie Quality. Voilà, c'est des produits qui sont composés en produits genre phosphore, azote, manganèse, magnésium, bore, fer, zinc, voilà. C'est tous ces éléments-là que la plante a besoin. Ces éléments, normalement, se trouvent dans le sol. Mais le problème, c'est que lorsque le système racinaire de la plante ne s'est pas très bien développé, il arrive souvent que la plante a des difficultés à récupérer ces minéraux au sol, dans le sol en fait. Donc, il faut les apporter peut-être par la feuille pour lui donner un peu la force de pouvoir maintenant prochainement que la plante elle-même récupère ses minéraux. Voilà à peu près. Donc, en gros, j'ai fini à peu près avec un petit résumé. Là, je voulais juste parler de la période entre la préparation du sol et JAS 30. Donc, JAS 30, c'est là où nous mettrons pour la deuxième fois l'urée dans le champ. Voilà. Ce que nous devons retenir, c'est qu'au tout début de la plante, lorsqu'on sème le maïs, le grand besoin de maïs, c'est le phosphore. Ça, c'est le grand besoin de maïs, c'est le phosphore. C'est vrai qu'il a un peu besoin de l'azote, il a un peu besoin du potassium, mais c'est son plus grand besoin au moment du semis, c'est le phosphore. Ensuite, lorsque la plante a 6 ou 7 feuilles, 5 ou 6 feuilles, la plante commence à avoir un énorme besoin de l'azote. Voilà pourquoi c'est pendant cette période-là qu'il faut ajouter de l'urée. Et cette période dure de 5-6 feuilles jusqu'à la floraison même. La plante consomme énormément de l'urée. Voilà. Donc, sur les engrais, comme je l'ai dit,
Au début, on va utiliser, lorsqu'on va semer, on va utiliser un engrais starter. L'engrais starter qu'on va utiliser, c'est le MAP. Donc le MAP, c'est azote plus phosphore. Et on va ajouter à cela le KCl, donc le potassium, chlorure de potassium. Voilà, ça c'est, en gros, c'est une solution NPK en fait. Voilà, ça c'est. Donc la quantité que nous allons prendre, c'est le MAP, c'est 40 kg et 100 kg. Et puis le KCl, c'est 50 kg. Voilà. Après JAS 18, 19, 20, là nous allons y prendre l'urée et par hectare nous allons y prendre 100 kg de l'urée. Après ça, nous allons attendre encore 10 jours, donc le 28, 29 et 30 JAS. Cette fois-ci, nous allons y prendre l'urée à hauteur de 100 kg toujours par hectare. Donc au total, pendant notre cycle, nous allons utiliser 200 kg de l'urée par hectare en fait. Voilà. Donc en dehors de tout ce que j'ai cité, on va peut-être utiliser des engrais foliaires. Ça dépendra en fonction des carences que nous allons observer en fait. Donc ça également, on va évoquer cette partie-là. Voilà. Ok. Donc j'ai fait à peu près le tour de tout ce que nous allons faire pendant cette période-là. Chaque étape, tout ce que nous allons mener, on va le filmer et vous le montrer. Commençons par les pondages. Bon, le déchômage, ça c'est déjà fait, mais les pondages du calcaire, on va les filmer, on va vous les montrer comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Chaque étape que nous allons faire, nous mettrons ça à votre, on mettra les vidéos, on publiera les vidéos et puis vous allez voir, vous allez vous observer, on fera des petits commentaires, voilà. Et c'est à vous surtout de commenter en fait. Voilà. En gros, j'ai à peu près fini avec tout ce que je pensais et je souhaitais vous dire. Moi, tout ce que je vous demande aujourd'hui encore pour toujours, il faut toujours aimer, donc abonnez-vous à la chaîne, d'activer la touche notification pour vous permettre de telle sorte que si je publie les vidéos, puisque je vais faire beaucoup de vidéos, donc ça vous permet de, voilà, vous allez recevoir directement des alertes. Ensuite, de liker la vidéo si vous avez aimé, ou bien de un like la vidéo au cas où vous n'avez pas aimé. Ensuite, je vous demanderai de commenter également la vidéo. Je l'ai dit lors de au cours de ma première vidéo et je le répète encore, moi je ne suis pas de formation agricole, je suis un comptable, mais malheureusement j'ai une passion pour l'agriculture, voilà pourquoi je me suis lancé là-dessus, ça fait bientôt 2 ans. Je ne suis pas parfait, il y a des choses que j'essaie d'apprendre en ligne, j'essaie de lire par-ci par-là, mais il y a sûrement les gens qui sont beaucoup plus outillés que nous, qui sont en train de nous regarder, qui vont nous regarder, qui nous regarderont peut-être. Donc à toutes ces personnes-là, n'hésitez pas de commenter. Si on a commis une erreur quelque part, si on a commis quelque chose qui est une faute, voilà, n'hésitez pas à nous partager. Ça va nous permettre d'abord, nous en tant que promoteurs du projet, moi en tant que promoteur du projet, de me corriger, et ça va permettre aussi aux autres, ceux qui vont regarder la vidéo et ceux qui vont lire les commentaires, de se corriger également. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos et likez, commentez, n'hésitez pas. Donc à partir d'aujourd'hui, presque tout le temps, vous aurez des vidéos de tout ce que je ferai dans mon champ. Tout et de tout. Je ne vous cacherai rien. En tout cas, merci.